Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Bon, mais je pense qu'on va pouvoir commencer avec 3 petites minutes de retard. Je vois que voilà, Nolan me fait signe que l'enregistrement a commencé. Il y en a quelques-uns qui attendent sur le parvis qui nous rejoindront avec un petit peu de retard, c'est pas grave. Je remercie ceux qui sont déjà présents d'être arrivés. Je vois que on est rejoint petit à petit. Je vais couper le son. Donc le thème ce soir, c'est la franc-maçonnerie sans langue de bois. Sur donc ce serveur Discord Masonica. Vos micros sont coupés d'office quand vous arrivez et nous les activerons au moment des questions si vous souhaitez les poser vous-même. Questions qui doivent être posées dans le salon conférence questions, juste au-dessus du salon conférence audio dans lequel vous vous trouvez. Nous débuterons la soirée par une conférence qui sera animée par Hervé Ouin-Lecoq. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Hervé est membre de l'Académie de Vaucluse de la Société française d'histoire des sociétés fraternelles, président de la Masonic Historical Society, lauréat de l'Académie de la connaissance maçonnique. C'est aussi, bien sûr, un passionné d'histoire, comme vous l'aurez compris. Il a été initié en 2009 et depuis 2010, il administre et participe plusieurs sites internet institutionnels en lien avec la franc-maçonnerie. Je laisserai peut-être vous en dire plus sur ce sujet, mais je peux vous citer par exemple la revue Renaissance traditionnelle, l'IMS Province, la Loge nationale française et la Masonic Historical Society. Il est auteur de différents articles en français et en anglais dans plusieurs revues, magazines ou sites d'information. Il a participé à la création de la Guilde des blogueurs maçonniques qui regroupe le plus grand nombre de blogueurs maçonniques en langue française sur Internet. Actuellement, il administre sa nouvelle chaîne YouTube que vous pouvez retrouver sous le nom French Freemason. French comme français en anglais et Freemason comme franc-maçon en anglais également. Et en deuxième partie, nous aurons donc des questions-réponses. Je vous rappelle donc les questions que vous poserez dans conférence questions en précisant si vous voulez poser vous-même ou si vous souhaitez qu'on le pose pour vous. Dans ce cas-là, on activera vos micros ou on posera vos questions. Je vous rappelle une nouvelle fois que l'ensemble de la conférence est enregistrée. Elle pourra être diffusée sur les différents réseaux sociaux, que ce soit ceux d'Hervé ou les nôtres. Eh bien Hervé, sur ce, je te laisse la parole pour commencer cette conférence. Et je te remercie à nouveau de l'animer ce soir. Tout a été très bien dit, donc je n'ai rien de plus à en dire. Par contre, je vais vous parler aujourd'hui de franc-maçonnerie sans langue de bois. Déjà ce titre, quel titre provocateur! Quelle impertinence! Et pour qui il se prend? Sûrement un de ses frères qui cherche à se faire de la notoriété pour avoir un poste dans son obédience. Alors je pourrais passer des heures à vous sortir toutes les billevesées qu'on entend généralement quand on se met à parler de franc-maçonnerie de manière sincère en public, mais ce n'est pas le propos. Enfin, je dis sincère. C'est pas le bon mot. Il faudrait dire libre. Car ce soir, je vais vous parler de franc-maçonnerie de manière libre. C'est un peu le fantasme des grands maîtres quand ils viennent en province pour tenter de convaincre des profanes de venir s'inscrire dans leur obédience plutôt que dans une autre. Oui, car généralement, les grands maîtres font des sujets bateaux, comme la franc-maçonnerie. À quoi bon? Être franc-maçon au XXIe siècle. Ou carrément, être franc-maçon à la, et là vous rajoutez le nom de la grande loge en question. C'est normal en fait, ils sont là pour ça. Faire de la promo pour leur obédience. Parce qu'ils ont une aura que leur confère leur titre. Ils travaillent à la grandeur de leur obédience, c'est logique. Or, moi je n'ai pas ce problème. Je ne cherche aucun honneur régional ou national. Je sais même limite qu'à chaque fois que je prends la parole, je creuse un peu plus ma tombe. Mais à un moment, il faut se dire les choses. La franc-maçonnerie, c'est de la réflexion, mais c'est aussi du plaisir. Et je vais essayer de prendre plaisir ce soir à vous présenter une lecture de la franc-maçonnerie pour vous faire plaisir. Comment parler de franc-maçonnerie sans langue de bois? Déjà, on va parler de notre inculture à toutes et à tous, car nous ne sommes pas des êtres de lumière, puis des limites des francs-maçons à parler de ce qu'ils font. Alors, l'inculture maçonnique. Sortez-vous de la tête que parce qu'on est franc-maçon, on fait partie d'une élite. Tous ceux qui vous diront le contraire, excusez-moi de vous le dire, mais ce sont des chèvres, et je ne parle pas de l'engin de levage.
Tous les puits de science que je connais dans le domaine de la recherche historique en franc-maçonnerie sont des personnes adorables, cultivées, sagaces, mais qui ne se considèrent jamais comme une élite. Alors, permettez-moi d'être très clair dès le début, ma parole n'est pas révélée. Donc vous avez le droit d'être en désaccord sur ce que je vais vous dire. C'est d'ailleurs un des principes de la franc-maçonnerie presque. Il y a autant de visions qu'il y a de maçons. Sauf qu'il faut savoir l'expliquer ensuite, cette franc-maçonnerie. Et c'est dur d'expliquer la maçonnerie quand on n'a pas le bagage historique, ou même quand on n'a pas pu prendre le temps de réfléchir à comment la présenter. J'aurais pu vous faire une présentation historique de la franc-maçonnerie. Pénible. Soyons honnêtes, ça aurait intéressé quoi? 4 personnes, toujours les mêmes. Le problème, c'est que la majorité des maçons ne lisent pas. Pas le temps, pas envie de dépenser de l'argent dans toutes les publications, je le comprends. Ils ont aussi surtout pas envie. Alors pourtant, il y a d'excellents travaux, mais on parle de la majorité, pas tous bien sûr, mais il y a beaucoup de travaux qui sont publiés dans des revues de recherche, genre Renaissance traditionnelle, Villard de Honnecourt, ou même les revues obédientielles, genre Point de vue initiatique, pour en citer qu'une. Et ça n'attire pas les foules. La grande majorité des maçons, soyons honnêtes, s'en moquent. Voilà pourquoi on reste souvent dans le consensuel quand on parle de franc-maçonnerie. Ou alors quand on publie des articles de recherche, on va très loin dans le détail, et ça n'intéresse que peu de monde, ceux qui sont vraiment des purs passionnés. On se dit qu'il y a une part d'ignorance, souvent qu'il y a une inculture des maçons sur leur histoire. Pour une partie, c'est vrai, et pour une autre, c'est absolument faux en fait. Il y a des maçons qui ne sont pas des historiens officiels, mais qui ont une connaissance astronomique des us et des coutumes de la maçonnerie, de son histoire, de ses rites, ils y ont consacré du temps. Mais combien de fois un apprenti, un compagnon ou un jeune maître pose une question, et on lui répond « c'est pas de ton âge », ou alors tu verras quand tu auras le grade. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on sait pas. Souvent, on répète juste une ânerie qu'on a entendue 1000 fois en loge, juste parce qu'à force de l'entendre, on s'est convaincu que c'était vrai. Par exemple, on ne remercie pas en loge. Ça a déjà été démontré par Roger Daché, par exemple. C'est une idiotie qui continue toujours. Bien sûr qu'on remercie. Montrez-moi un rituel où il est marqué « Il ne faut pas remercier en loge ». En 300 ans, j'en ai jamais trouvé, en fait, qui marque ça. Qui est nulle part, dans aucun rituel, 18e, 19e, nulle part. Alors oui, l'idée de dire « Il ne faut pas remercier Paul pour éviter que Pierre soit jaloux ». Ah, c'est super joli, c'est vrai. Ça repose sur rien, cette tradition. Un jour, sorti des nuées du 19e siècle, la légende de ne pas remercier en loge pour pas froisser un frère, aurait fait un travail meilleur ou plus médiocre qu'un autre est sorti. Et c'est resté. Et tout le monde répète en recadrant souvent sèchement les frères ou les sœurs qui osent remercier un autre frère ou sœur parce qu'ils ont aimé un travail. Alors, puisqu'on a le droit de se remercier, je profite de l'occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui, justement, ces temps-ci, s'abonnent à ma chaîne YouTube. Clique sur la cloche, me mettent des commentaires, et on discute ensemble. Je vous le dis, ça me fait très plaisir, ça m'encourage. Voilà, j'ai osé, j'ai remercié, vous pourrez me recadrer sèchement lors des questions-réponses, ne vous inquiétez pas. Un autre exemple, si vous êtes profane, vous avez dû entendre peut-être que les francs-maçons disent « j'ai dit » à la fin de leur prise de parole. Et là, je m'attends vraiment à une réaction atomique de votre part. Il y a 150 000 maçons en France qui disent « j'ai dit » pour terminer quand ils parlent en loge. Et ils sont fiers de montrer l'exemple aux jeunes apprentis. Enfin, 150 000, moins 15-20 000 qui pratiquent le rite anglais. Car les Anglais ne disent pas ça. Ça ne fait pas partie de leurs habitudes. Pourquoi? Parce que c'est marqué nulle part, en fait. Dans aucun rituel, dans aucun tuileur, dans aucune divulgation. Et personne ne s'est posé la question de savoir d'où ça vient, cette tradition française. Ou alors si, ils se sont posé la question, ils sont allés voir le plus savant frère de leur loge, ont demandé, il leur a dit, en cachant sa gêne, « Oh, ça, tu verras plus tard, quand tu auras l'âge. » Bien sûr, ils n'ont jamais vu, mais comme ils l'ont entendu 1000 fois, ils le disent aussi. Les personnes les contredit, donc ils le redisent. Sauf qu'en fait, quand on étudie l'histoire de la franc-maçonnerie, ça te titille, tu recherches, longtemps, et tu trouves qu'en fait, cette tradition est en réalité la faute de manuels de latin copiés et recopiés au XIXe siècle, qui prétendaient que les orateurs latins disaient « dixi » à la fin de leur plaidoirie. Ça a ensuite été repris dans le langage politico-diplomatique, notamment en Prusse, ensuite en France, pour finir par devenir une locution administrative commune chez les puissants du Troisième Empire et même dans la diplomatie. Problème, il existe désormais des sites qui recensent tous les textes antiques, une sorte de thésaurus de textes antiques, avec une fonction de recherche en ligne, qu'on n'avait pas au XIXe siècle. Et quand tu recherches ces fameux textes latins, ils sont censés prouver ça. En fait, on ne trouve pas.
Alors, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. D'ailleurs, je me demande si ça, je ne devrais pas justement couper un peu de ce texte pour le faire. Mais j'ai même été demandé à des latinistes compétents. Et ils ont été gênés de me dire qu'ils n'avaient aucune source, en fait, qui prouvait ça eux non plus. Enfin, s'il y en a une seule. Le manuel de latin, il disait que les orateurs terminaient par le mot dixi. En fait, ils avaient tort. Et là où c'est gênant, c'est qu'en fait, cette source, c'est un auteur antique, comique. C'est-à-dire que dans des comédies, dans une comédie plus précisément, il disait un dixi à la fin de la plaidoirie d'un de ses personnages, mais c'était pour se moquer de la pédanterie de celui-ci. Il se moquait de son orgueil. Il se moquait du fait que cette personne, pour faire taire son opposant, était capable de dire « j'ai dit ». Et donc ça allait clore définitivement la conversation. Alors effectivement, vous comprenez pourquoi ça pourrait faire l'objet d'une vidéo ou même d'un article, parce qu'effectivement, on est tous en train de dire fièrement « j'ai dit », alors qu'en fait, c'est juste une preuve de pédanterie. Il y a une limite à la tradition. D'ailleurs, il y a les limites des francs-maçons, comme je vous parlais tout à l'heure. Parce que si on veut revenir au sujet de la franc-maçonnerie, il y a une autre limite. Pour la majorité des frères et des sœurs, si un profane leur demande pourquoi ils sont en franc-maçonnerie, je sais, c'est quoi le but? Spontanément, il y a une difficulté à présenter simplement ce qu'on nomme en marketing la proposition de valeur. Pourquoi est-ce que j'irai 2 à 3 fois par mois en dehors de mon foyer pour aller assister à des réunions dont je ne sais même pas ce qui s'y passe? En fait, les maçons, ils savent faire ce qu'on appelle aussi en marketing l'appel à l'action. C'est-à-dire qu'ils invitent des gens qu'ils aiment bien, mais au moment d'expliquer ce qu'ils vont y trouver, la proposition de valeur, ils l'ont pas. C'est aussi pour ça qu'on parle du secret en franc-maçonnerie, parce que les maçons se cachent souvent derrière le secret pour masquer leurs lacunes. Et en même temps, une vie entière ne suffirait pas à maîtriser tous les aspects de la pratique maçonnique, soyons clairs. Même les maçons se posent des questions sur leur rite, sur les traditions, sur la manière de performer un rituel. Donc comment tu veux répondre à des questions quand toi-même tu sais pas tout? Attention, je dis pas que moi je sais tout, au contraire. Parce que la pratique maçonnique m'a appris à justement mieux cerner l'étendue de mon ignorance. Je maîtrise très mal le RE2A, les rites égyptiens. Oui, c'est vrai. Dans ma dernière vidéo que j'ai fait justement, je me suis même retrouvé à parler de Suprême Grand Conseil. Alors qu'en fait, c'est Suprême Conseil. Et je sais pas pourquoi, en me disant, j'ai dit Suprême Grand Conseil, ma langue a fourché. Je n'avais pas suffisamment l'habitude de le dire. J'ai donc pas suffisamment masterisé le sujet. La franc-maçonnerie, ça aide à cerner les limites de son ignorance. Faut pas en avoir honte. Posez-moi une question technique sur ces rites et je vous dirai clairement, je sais pas. Mais je vous dirai aussi, va voir lui ou elle, ils sauront. C'est pas grave de pas savoir quand on est maçon. Par contre, c'est grave de savoir qu'on ne sait pas et de ne rien faire pour combler ça. Imaginez, on a des rituels écrits, ce qui est une chance, ça n'a pas toujours été le cas historiquement parlant. Malgré ça, il y a encore des frères et des sœurs qui réussissent à se planter gravement durant des cérémonies. Parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, parce qu'ils n'ont pas compris un passage, voire parce que parce que le Véné leur a donné le poste 10 minutes avant. Et ils n'avaient pas pris le temps de relire le rituel avant la tenue, ils n'avaient pas de rôle à jouer dans la cérémonie. Le maître qui n'a jamais foiré un office dans une cérémonie prenne la parole et me jette la première pierre. Si par contre, comme moi, vous êtes déjà planté dans une réplique, dans un gestuel, vous avez sauté une page peut-être dans un rituel et vous êtes retrouvé complètement béat en regardant tout le monde qui vous regardait en disant « Non, c'est l'autre, c'est l'autre ». Je le dis à tous les maçons, à toutes les maçons qui m'écoutent. À chaque fois que vous avez une cérémonie, même si vous n'avez pas de poste, relisez le rituel. Roger Daché le fait. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais il le fait. Il a quoi? Il a 40 ans de franc-maçonnerie, il connaît les rituels, il bien mieux, dis-moi tous. Pourtant, avant chaque tenue, alors qu'il la connaît par cœur, il fait quoi? Il redit son rituel. Juste une fois. Parce que si jamais le Véné du jour a besoin de lui, même pour un petit poste, il sera prêt. Alors, c'est sûr, ce genre de conférence, la franc-maçonnerie sans langue de bois, ça peut être mal vu. On peut prêter comme intention aux organisateurs d'avoir voulu faire un sujet polémique, sous-entendre que quand on parle franc-maçonnerie, on pratique la langue de bois. On ne présente jamais la franc-maçonnerie en disant la vérité. Et que d'un coup, sorti des nuées encore, va arriver une présentation qui va tout révolutionner. Oui, c'est un sujet provocateur. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous croyez qu'on va être 50 000 à assister à cette conférence, même retransmise sur YouTube?
Ce moment de parole qui nous est offert va disparaître dans le temps. Nous allons tous disparaître dans le temps. Il faut qu'on arrête de se considérer comme plus grand que ce qu'on est. Un peu d'humilité. Il y a Pierre Mollier qui a une très belle expression quand il veut être taquin dans ses conférences. Il dit « c'est un sujet un peu impertinent ». Et être un peu impertinent, c'est le niveau max de la provocation d'historien. Dire qu'on est assez impertinent, c'est annoncer avec délectation qu'on s'apprête à dire un truc qui sort de l'ordinaire. Alors je vous le dis, j'adore Pierre Mollier. D'ailleurs, le Géo, il devrait carrément faire un buste à son effigie pour le mettre dans la bibliothèque du Géo de son vivant, pas attendre qu'il soit disparu. Bref. En conclusion, il y a beaucoup de choses qui sont à dire sur la franc-maçonnerie, beaucoup de fantasmes à désamorcer, d'illusions à percer. Mais il faut aussi garder un peu de mystère. Sur ma chaîne YouTube, par exemple, je ne parle pas de tout. Sur les réseaux sociaux, on ne parle pas de tout. Il faut faire attention à ce qu'on dit. En tout cas, je vais vous passer les questions. Vous allez pouvoir les poser. Enfin, comme d'hab, après une prise de parole, il y a toujours un silence gênant. Personne n'ose dire quoi que ce soit pour faire semblant de réfléchir intensément à ce qui vient d'être dit ou à ce qu'il s'apprête à dire. Bon, une fois que le premier a brisé le silence, ça part en feu d'artifice, mais c'est comme ça à chaque fois. Donc voilà, je vous rends la parole et j'ai pas dit. Je te remercie, Hervé, pour ton intervention. Alors, je vais tout de suite voir s'il y a des questions, et je te confirme qu'il n'y en a pas encore. Donc, je vais poser la première et je vais simplement te demander comment, toi, dans ton cheminement maçonnique, tu en es arrivé jusqu'à ta chaîne YouTube. Comment est-ce que tu as décidé de communiquer, parce que on a l'image des francs-maçons très secrets, en tout cas très discrets, qui restent entre eux et qui ne veulent pas communiquer. Comment est-ce que toi, tu as eu cette envie d'ouvrir la franc-maçonnerie sur les réseaux sociaux? Alors c'est une réponse à tiroir. C'est-à-dire que ça fait des années que quand il y a une bêtise à faire sur Internet, je la fais. Et dans ce sens où, effectivement, depuis très longtemps, j'ai eu un Facebook maçonnique où je partageais mes publications, où je disais des bêtises maçonniques aussi. Et en fait, ça m'a jamais dérangé parce que je me suis aperçu qu'il suffit juste de bien s'entourer. On peut très bien avoir une communication sur la franc-maçonnerie sans choquer qui que ce soit. Juste quand on voit qu'il y a des personnes qui sont hostiles à la maçonnerie, ben on va pas forcément les titiller là-dessus. Puis en fait, il se trouve que là en mars, je sortais un livre qui s'appelle L'apprenti perdu. J'en parle assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et j'avais eu l'idée de relancer en fait une chaîne YouTube perso que j'avais lancée en 2006. Il faut savoir que YouTube, je crois, s'est créé en 2005 et en 2006, j'avais déjà une chaîne YouTube. Je faisais des trucs qui n'avaient strictement rien à voir. J'avais tout supprimé il y a quelques années, et puis là je me suis dit tiens, tant qu'à faire, je vais recommencer en mettant une petite lecture d'un passage de l'ouvrage, en parlant du livre, ce genre de choses. Puis en fait je me suis dit tant qu'à faire que j'ai relancé ça, je me suis souvenu que ça me plaisait beaucoup, le montage, le tournage, ce genre de choses. Et je me suis dit tant qu'à faire, et si je me lançais pas à faire des vidéos sur la franc-maçonnerie, parce que c'est ce que je maîtrise le plus, on va dire, dans ma vie profane. C'est bizarre, dans ma vie profane, ce que je maîtrise le plus, c'est la franc-maçonnerie, c'est assez rigolo. Mais comme ça fait 10 ans que je publie des articles sur l'histoire de la franc-maçonnerie, comme je passe mon temps à lire plein de livres, à lire plein d'articles, ce genre de choses, c'est vraiment mon occupation quotidienne. Quand je me souviens, quand ma première fille est née, dans la salle d'accouchement, j'étais encore en train de lire un livre maçonnique pendant que ma femme, elle était en train de faire son travail parce que ça durait des heures. Donc voilà, donc je me suis dit tiens, tant qu'à faire, je vais le faire. Et puis je me suis dit si par contre si tu le fais, faut pas que tu le fasses juste un petit peu, faut que tu le fasses vraiment sérieusement. Donc en fait, je me suis mis à lister 60 sujets, on va dire 60 sujets de vidéos. Et je me suis dit que je vais en faire un par semaine, minimum, avec d'autres qui vont se rajouter, bien sûr. Il y a toujours une part d'imprévu. Puis je me suis dit, on va voir si ça va marcher. Puis pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. On est un peu moins de 800 en 3 semaines. Chaque vidéo fait à peu près 1 millier de vues, ce qui est énorme pour juste un mec au fin fond. Parce que j'habite au fin fond de la Provence. Vous visualisiez en fait que quand il y a eu la règle des 10 km, moi j'ai regardé, en fait j'ai rien à 10 km autour de chez moi, donc je suis un petit peu bloqué. Mais voilà, j'habite au fin fond de la Provence, à
à 25 minutes du premier supermarché. Donc c'est assez rigolo de voir qu'on peut quand même diffuser partout dans le monde de la parole grâce à Internet, grâce à YouTube, ce genre de choses. Et après, il faut aussi savoir les limites de ce qu'on peut dire. Faut savoir justement ce qui est secret, ce qui relève du secret, par exemple sur les cérémonies. Je vais jamais aller raconter ce qui se passe durant une cérémonie. Je vais jamais aller dire un tel est maçon, voilà. Je vais jamais dire ce qui se passe durant une conférence de maître, ce genre de choses. Mais par contre, on peut très bien expliquer le principe d'une cérémonie comme si on était un préparateur. Juste avant une initiation, moi j'ai eu à le faire, je suis justement le préparateur de ma loge. Enfin, nous on appelle ça le mentor, puisque c'est du rite anglais style émulation. Donc en tant que mentor, je prépare les futurs, les candidats à l'initiation, et puis après pour ça, chaque passage de grade aussi. Donc voilà, en fait, ça s'est fait naturellement, c'est des briques. C'est des briques qui sont faites où en travaillant l'histoire de la franc-maçonnerie, en travaillant la manière de présenter la franc-maçonnerie, à un moment j'étais prêt. D'accord, je te remercie. Et du coup, donc tu abordes un peu tous les thèmes. J'ai vu que certains commençaient à écrire sur le salon question. J'attends qu'il termine. Et du coup, tu traites de tous les sujets en lien avec la franc-maçonnerie, ou tu as quand même tes spécialités entre guillemets que tu vas aborder dans tes vidéos. Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que j'ai fait en fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'essaye de. Souvent, j'ai un peu l'image d'un fou, d'un chien fou, alors qu'en fait, je suis plutôt un chien de bataille, un chien de guerre. Donc, en fait, j'ai essayé de faire des mini-cycles et que chaque mini-cycle soit complémentaire. Donc, je vais travailler, par exemple, au départ, pour expliquer grossièrement la franc-maçonnerie. Et ensuite rentrer dans le détail, puis ensuite parler de tout ce qui est complotisme, puis ensuite parler de tout ce qui est histoire, puis ensuite, voilà, par thématique, et les vidéos vont se suivre, puis à un moment, ça, hop, la thématique va s'arrêter. En général, d'après ce que je me souviens, j'ai à peu près, je crois, 7 chapitres, on va dire, par thématique. Et ensuite, derrière, alors, c'est sûr, la facilité, ce serait de parler d'histoire. Parce que, voilà, c'est la facilité. Mais il faut agrandir sa zone de confort. Donc effectivement, je vais parler de sujets bien plus génériques. Je vais parler religion et franc-maçonnerie. Je vais parler par exemple, pourquoi certaines églises ont du mal avec la franc-maçonnerie, puis d'autres non. Mais voilà, c'est des sujets qui peuvent être épineux, mais on peut en parler librement. Puis c'est un format court, c'est quoi? C'est environ 10 minutes, même pas. Donc on peut brosser un sujet sans être exhaustif et en même temps raconter quand même des choses peut-être dans le détail. C'est un sujet qui revient assez souvent. Tu parles de l'Église et de la franc-maçonnerie, ou même les religions en général et la franc-maçonnerie. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots justement sur ce sujet, sans dévoiler bien entendu le contenu d'une de tes prochaines vidéos? Est-ce que tu as quelques idées sur ce sujet? Alors, à la limite, je vais me servir de ça pour structurer ma prochaine vidéo et quand vous écouterez la vidéo, vous rigolerez en repensant à ce moment. On dit souvent qu'il est interdit d'être catholique et franc-maçon. Bon, alors pour vous mettre à l'aise, en fait, j'ai reçu la bénédiction du pape à mon mariage. C'est assez rigolo quand même, recevoir la bénédiction apostolique à son mariage, déjà, c'est un peu compliqué. Et puis après, quand on apprend qu'il y a eu une enquête de moralité juste avant ça et que l'enquête est revenue positive, c'est que finalement, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est plutôt tout gris. Il faut séparer, je pense, l'histoire de la franc-maçonnerie avec l'Église. C'est-à-dire, quand on est au 19e siècle, j'en parlais dans la dernière vidéo sur la querelle du grand architecte de l'univers, on est dans une pleine période d'anticléricalisme. Et l'anticléricalisme, c'est quelque chose qui forcément n'a pas fait plaisir à l'Église, on s'en doute bien. En droit canonique, une secte, c'est une entreprise, un groupe de personnes qui cherchent à détruire l'Église. Donc quand l'Église de Rome dit que la franc-maçonnerie est une secte, elle le dit dans le sens canonique, c'est-à-dire qu'effectivement, pour elle, la franc-maçonnerie cherche à détruire. Sauf qu'entre-temps, il y a eu depuis énormément de discussions là-dessus, il y a eu des publications, voilà. Et le point de vue actuel, il est très simple. Il appartient à chaque évêque, chaque évêché, de déterminer si un croyant
cherchent à détruire l'Église ou pas. Donc, il y a des francs-maçons qui sont en communion, il n'y a pas de souci. C'est su par l'évêque et tout ça. Mais la seule obligation, c'est quand on est prêtre, on n'a pas le droit. C'est vraiment les clercs, les prélats n'ont pas le droit d'être en franc-maçonnerie. Alors, il y a plusieurs raisons. Là, historiquement parlant, la première des raisons, c'est que lorsque l'on met une notion de secret, ça nous exclut de la communion, théoriquement, puisque en communion, on a l'obligation de tout dire. Forcément, quand arrive une société qui dit nous, on a le droit de pas tout dire, déjà, ça passe pas. Le corollaire de ceci, c'est que en fait, la communion permet, politiquement parlant, d'obtenir énormément d'informations. Il ne faut pas se cacher qu'encore au XIXe siècle, même maintenant encore, il y a eu un livre, je crois, sur les services secrets du Vatican, tout sérieux, pas du complotisme, ce genre de choses. Et en fait, pour chaque région, on va dire, du globe, il y a toujours une cellule parallèle qui va étudier un peu, qui fait des remontées pour dire, géopolitiquement parlant, voilà comment ça se gère dans cette zone du globe, ce genre de choses. C'est de la guerre d'information. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, et ça apparaît à faire la fin du XVIIIe siècle, ce qui n'était pas apprécié par l'Église, c'était ce qu'on appelle le relativisme. Le relativisme, c'est de dire tous les dieux se valent. C'est-à-dire que les Anglais, ils ont compris assez rapidement qu'il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des anglicans, et puis même chez les anglicans, chez les protestants, il y a des anglicans, il y a des presbytériens, il y a des quakers, il y a des... Donc en fait, ils ont dit, en fait, si vous croyez dans un principe universel qui est Dieu, bon, on vous accepte. C'est pour ça que la franc-maçonnerie s'est propagée en Inde. Les Sikhs, on les dérange pas plus que ça. Ils sont croyants, ils croient en une puissance divine, et ils sont acceptés en maçonnerie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment séparer les différentes églises, les différents traitements. Quand on est protestant, la franc-maçonnerie, ça pose aucun souci. Quand on est catholique, ça pose un souci historiquement parlant, parce qu'il faut être très clair là-dessus. Au XIXe siècle, la franc-maçonnerie, dans son quasiment intégralité, était contre l'Église de Rome. Donc effectivement, il y a tout un contexte, il y a tout, je dirais, tout un ensemble de pierres qui ont construit un mur entre les gens, qui font que forcément... Puis il y a aussi des querelles qui sont, on va dire, religieuses, dans le sens où, par exemple, alors je sais plus si c'est dans une vidéo apparaître ou pas, ou si je l'avais déjà dit, mais dans un grade anglais, on va le détailler en entier, mais dans un grade anglais, on parlait du nom de Dieu. Et il se trouve qu'au XVIIIe siècle, ils ont pris le mot Jéhovah, et ça a été écrit, mais mal écrit. Et ensuite, ça a été réécrit. Et ensuite, ça a été réécrit. Et à chaque fois, le mot changeait. Et à la fin, le mot qui est arrivé pour représenter le nom de Dieu, qui est marqué dans la Bible, parce qu'on dit Yahvé, mais c'est aussi marqué Jéhovah, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce mot était totalement incompréhensible pour quelqu'un qui lisait la Bible. Donc en fait, les théories du complot ont commencé à naître sur le fait qu'il y avait un Dieu des francs-maçons. Pas accepter qu'il y ait un autre Dieu que notre Dieu. Alors qu'en fait, voilà, c'était juste une corruption d'un mot. Et d'ailleurs, ça a disparu de mémoire en 1989, suite aux réformes qu'on a eues en la chronologie d'Angleterre, ça a commencé en 85-86. Et en 1989, ce mot avait été retiré de tous les rituels, et on ne le retrouve que dans les rituels historiques, on va dire, mais pas pratiqué justement en loge. Donc il y a au moins ce terrain, on va dire, de frottement, de friction a disparu aussi. Je te remercie. Beaucoup nous signalent qu'ils t'entendent pas très fort. Donc, alors je vais essayer de me rapprocher du micro. Voilà, et nous avons une première question d'Anto-Opto qui nous dit « Merci Hervé pour cette conférence. Peux-tu nous partager ton expérience, entre guillemets, lors de ton entrée en franc-maçonnerie ?» Alors c'est assez... Je sais pas si on m'entend un peu mieux là, je vais essayer de parler plus fort. Alors c'est assez rigolo parce que quand je suis entré en franc-maçonnerie, c'est parce qu'on pensait que je l'étais déjà. C'est-à-dire que j'étais sur Facebook, à l'époque on était en 2008, j'étais sur Facebook avec une ancienne amie de lycée, et un jour je lui dis je m'ennuie, elle me dit t'as qu'à travailler les symboles, et je lui réponds mais tu m'as pris pour un franc-maçon, il y a eu un blanc, et elle m'a dit ça peut s'arranger. Et effectivement, c'est comme ça que je suis rentré en maçonnerie. Ce qui est drôle, c'est que la franc-maçonnerie, j'en avais entendu parler au lycée, parce qu'il est dans un bouquin de première,
il y avait cette image d'un serpent, c'est aux États-Unis dans les années 1770, le serpent qui se mord la queue, et en fait, chaque partie du serpent, c'est un des 13 États qui ont signé la déclaration d'indépendance. Et c'est pour symboliser le fait que désormais, ils étaient entre eux autonomes, et en même temps, voilà, il y a toute une image sur l'Ouroboros, ce genre de choses. Et en dessous, il y avait un petit commentaire avec marqué l'Ouroboros, symbole des francs-maçons. Et j'ai toujours trouvé ça assez cool, le symbole des francs-maçons. Vers l'âge de 21, 22 ans, j'avais commencé à rechercher un petit peu ce que c'était la maçonnerie. J'avais même contacté une obédience. Mais alors, c'est assez drôle parce que j'avais contacté l'obédience, mais j'avais trouvé que leur site internet était tellement nul, j'avais pas forcément envie de rentrer dans un truc qui était comme ça. Alors, c'est un peu ridicule, hein, mais il se trouve que c'était ce que j'avais fait à l'époque. Et donc, je suis rentré en maçonnerie à 26 ans. Ouais, 26 ans. Sans savoir vraiment où je mettais les pieds. Et d'ailleurs, je trouve que c'est la meilleure des choses. Quand on rentre en franc-maçonnerie sans savoir où on va, juste parce qu'on en ressent l'envie et le besoin, c'est la meilleure des choses. Que si on est trop instruit, on sait trop de choses avant, on s'attend à voir des choses et en fait après on est déçu forcément. Alors que si on ne sait pas du tout ce qu'on va y trouver, on sait juste qu'on va être entre personnes de bonne qualité, on va dire, ben là c'est intéressant. Merci. Alors, pour l'instant, tout le monde est un peu timide, visiblement. Nous n'avons pas d'autres questions. Mais tu peux nous parler un peu, peut-être, de ton parcours maçonnique, tes premiers, je sais pas si tu es rentré au LNFU, pardon, directement, et que tu as toujours fait du rite émulation, parce que, si je me trompe pas, c'est bien ton rite actuel. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce parcours, et peut-être que ça éveillera quelques questions chez nos présents, et je vois que certains commencent à écrire également. Alors, je pense aussi, c'est surtout parce que comme j'ai l'habitude de parler, les gens écoutent, et après, ils n'ont pas forcément envie de poser la question parce qu'ils écoutent déjà ce que je suis en train de dire. Donc, je suis désolé, je parle beaucoup, hein. Alors, c'est assez rigolo parce que j'ai pas commencé au rite anglais. J'ai été initié au rite français traditionnel, qui maintenant s'appelle le rite moderne français traditionnel, puisqu'on aime bien être très précis au LNFU. Et d'ailleurs aussi, je précise que tout ce que je dis, ce n'est pas le reflet de la pensée des LNFU, c'est juste, je parle pour moi, voilà, c'est dit, c'est contractuel comme ça, sachez-le. Je suis donc rentré au rite français traditionnel. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'obédience chez laquelle justement j'avais commencé à taper à la porte la première fois sur le site internet, c'était une obédience mixte. Et je m'étais dit à l'époque, il est hors de question que j'aille dans une obédience où il n'y a que des hommes. Moi, j'ai toujours été entouré que de femmes, donc pour moi, c'est évident qu'il faut que je rentre en mixité. Et donc, naturellement, la vie m'a amené à rentrer dans une obédience masculine, ce qui était très décontenançant pour moi, parce que vraiment, j'ai vraiment été entouré que de femmes toute ma vie, et avec les hommes, j'avais beaucoup de difficultés à avoir des relations amicales. J'ai des amis mecs, mais pas tant que ça, en fait. Donc, c'était assez dérangeant au départ. Cette proximité avec que des mecs avec qui je savais pas forcément de quoi discuter, parce que j'ai l'habitude de discuter avec mes amis, mais sans plus. Je suis un peu un ours hein, à la base, donc voilà. Et donc je suis entré au rite moderne, enfin au rite français traditionnel. J'ai été jusqu'au grade de maître, et il se trouve que il y avait une loge émulation qui avait été sur Toulon et qui s'était arrêtée. Et ils voulaient reprendre cette. Et je suis arrivé dans un rite où je ne comprenais même pas les usages. On me disait bon alors là on est en suspension de travaux donc il y a pas ça à faire. Ah ok d'accord. Et puis ça on ne le dit pas non plus. D'accord. Et ça on le fait. Et en fait tout était totalement décalé. Et je me suis dit tiens c'est intéressant ce que je disais tout à l'heure quand on est dans sa zone de confort faut élargir sa zone de confort en fait avec difficulté. Puis je me suis intéressé. Puis je me suis tellement intéressé que quelques années après, je suis devenu le vénérable de ma loge. Donc je suis devenu véné à 35 ans. Alors c'est assez rigolo parce que j'en parle là comme ça, mais quand je suis devenu véné, on était en septembre. Et en fait, en décembre, j'ai et mon premier surveillant et mon deuxième surveillant qui ont eu une mutation professionnelle à peu près 300 km chacun l'un de l'autre. Et donc je me suis retrouvé sans premier surveillant et deuxième surveillant. Et donc on a dû bien galérer et pour recomposer un collège, pour faire ce genre de choses.
Donc voilà, c'était assez formateur. En fait, moi j'ai un souvenir de mon année de... Parce que nous on fait 1 an pour le Vénérala. Le but c'est que justement, on soit pas rincé au bout de 3 ans. Et surtout, 2, c'est qu'il y ait plus de membres de la loge qui puissent accéder au Vénérala. Le but c'est quand même qu'on évolue tous le plus possible. Donc voilà, donc c'est un parcours maçonnique assez bizarre. Ce qui est assez bizarre surtout, c'est que là j'y repense quand même. J'avais 35. Ouais, ça fait 3-4 ans en fait seulement que je suis au rite anglais. Alors pourtant, je parle tout le temps de rite anglais, je ne parle exclusivement que de rite anglais. Tout le monde pense que ça fait 12 ans que je suis au rite anglais, alors qu'en fait, ça fait 4 ans peut-être. Merci. Alors ça y est, les questions commencent à arriver. Ah, On a une question d'Only qui demande la technologie, comme YouTube, Zoom ou Discord, dénature-t-elle la franc-maçonnerie? alors je pense qu'il faut séparer la pratique maçonnique et la fraternité. J'explique. Moi, j'ai bossé dans le monde profane, dans le domaine de la téléphonie. J'ai ensuite travaillé dans le domaine de la sécurité incendie et j'étais tout le temps au téléphone. Là, je suis responsable de service client, je suis toujours au téléphone et en fait, j'ai une caractéristique, c'est que je n'appelle jamais qui que ce soit de ma loge. Mais jamais, jamais, jamais. Sauf quand vraiment il y a un problème et c'est pour mon office et là, je te prends au téléphone. Donc, j'ai cette capacité en fait à être hyper connecté, mais en même temps à détester le fait de communiquer en voix. Parce que c'est ma préférence. Pourtant, j'adore venir en loge et discuter avec les frères et les sœurs. Donc c'est pour ça que d'un côté, il y a la fraternité qu'on va retrouver dans la pratique maçonnique, quand on vient en loge, quand on pratique les cérémonies, et de l'autre, il y a tout ce qui est paramaçonnique, tout ce qui est en dehors, tout ce qui est garder le contact les uns avec les autres. Donc la technologie nous permet, quand même, il faut quand même avouer que un confinement il y a 15 ans, sans avoir les zooms, les gémites et ce genre de choses, la franc-maçonnerie aurait été en beaucoup plus mal état d'ici 2 ans. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. C'est bien parce qu'on a réussi à garder contact avec les membres de la loge qu'il n'y a pas eu une hémorragie absolue dans toutes les obédiences. Il y a eu une perte, tous les grands maîtres le minimisent un petit peu, je me doute bien, mais il ne faut pas se leurrer quand même sur le fait que la technologie est un formidable outil pour réussir à réunir des frères et des sœurs qui auraient dû être dispersés. J'habite à plus de 100 km de ma loge. Vous imaginez quand même pour garder des liens en période de pandémie en habitant à 100 km de sa loge? Moi je trouve ça formidable qu'on puisse avoir. Là, nous sommes sur Discord. Je suis avec je ne sais pas combien de dizaines de personnes qui, je ne sais même pas qui c'est. Je vois des photos, mais je ne sais pas concrètement qui est là. Pourtant, je sais pertinemment qu'il y a des profanes. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs maçonniques. Pourtant, on parle de maçonnerie. Donc moi, je trouve ça formidable. Merci. Théo nous demande quelle est la différence pour toi d'entrer en maçonnerie par le parrainage ou via le site d'obédience, c'est-à-dire ce qu'on appelle une demande spontanée. Est-ce qu'il y a une démarche qui, selon toi, est mieux que l'autre? Et Only te remercie. La différence, c'est la gestion de la peur et du stress. Quand tu vas contacter une obédience par un site web, passer effectivement par le community manager ou suivant les obédiences, comment ça se gère, bref, tu vas passer par quelqu'un qui va te rediriger en fait certainement sur une région, puis sur une loge, puis voilà. Et les personnes qui vont t'enquêter, on va dire, qui vont discuter avec toi, tu les connais pas. Donc, ce qu'elles vont te dire sur la maçonnerie, tu les écoutes, tu es bienveillant, mais tu ne sais pas quelle confiance tu peux accorder à cette parole. Par contre, quand tu as une personne que tu apprécies et qui te dit, écoute, moi je suis dans un truc, ça s'appelle la franc-maçonnerie, je trouve que ça pourrait être bien pour toi, est-ce que ça te dirait de creuser un peu là-dessus? Si tu as des questions, la personne ne va pas forcément pouvoir te répondre sur tout. On l'a dit tout à l'heure, il y a des fois des questions, on n'a pas la réponse, on ne sait pas comment présenter la chose, mais tu peux avoir une personne qui va te dire quand même son ressenti, son vécu. La personne qui vient d'une obédience que tu ne connais pas, quand elle te donne son ressenti, son vécu, il n'y a pas de curseur.
pour voir en fait la validité. C'est la même chose que si dans la rue tu croises quelqu'un et tu lui dis excusez-moi, le mariage, vous aimez ou pas? Vous êtes pour ou contre? Il aura beau te dire, bah, moi je suis marié depuis 20 ans, ça te fait une belle jambe, tu ne sais pas cette personne-là ce que ça vaut, sa parole. Je pense que le parrainage peut être une très bonne chose, mais comme dans tout, il faut aussi faire attention. Si vous avez une personne que vous connaissez et qui est pas très proche de vous et qui vous parle de la franc-maçonnerie avec insistance, il faut aussi savoir faire attention parce qu'effectivement, il y a des personnes qui cherchent juste à faire du chiffre, à faire rentrer plein d'apprentis et tout ça. Derrière, il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas de fraternité. C'est pour ça. C'est comme dans tout. Alors, de manière un peu impertinente, je dis qu'il y a 15% de personnes qui n'ont rien à faire en franc-maçonnerie. Mais voilà, il faut aussi avoir de la raison, savoir raison garder en faisant attention. Mais effectivement, c'est quand même super intéressant d'avoir un parrain qu'on connaît et qui va pouvoir nous suivre tout le restant de sa vie maçonnique. Merci. Marco demande si la franc-maçonnerie a des ennemis. J'aurais tendance à te dire que... alors, ça c'est une phrase d'un frère. Quand on n'a pas d'ennemis, c'est qu'on fait mal son travail. Voilà, c'est ce qu'il disait sur sa vie professionnelle. Forcément, il y a des gens qui n'aiment pas la franc-maçonnerie. Il y a aussi des gens, ils n'aiment pas le chocolat. Il y a des gens, ils n'aiment pas la choucroute. Alors, il y a des gens, ils aiment tellement pas ça qu'ils essaieront de te forcer à pas manger de choucroute. Pourtant, bah, c'est son problème à lui, quoi. Enfin, donc, il y a des personnes qui vont détester la franc-maçonnerie, mais c'est souvent par ignorance ou alors parce qu'ils ont projeté sur la franc-maçonnerie une image. Et c'est aussi la faute des maçons. On est très mauvais. Mais qu'est-ce qu'on est mauvais? On est mauvais à parler de la franc-maçonnerie. On est mauvais à parler de la réalité. On part des fois dans des digressions pour se donner une importance. Quand on va expliquer la franc-maçonnerie et commencer à parler d'alchimie, quand on va parler de symbolisme, non, il faut expliquer ce que c'est que la maçonnerie. La franc-maçonnerie, à la base, c'est de la fraternité. Donc, oui, bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas aimer la franc-maçonnerie. Et alors, ça sert à... C'est comme quand tu es ado. Il y aura des gens qui ne t'aimeront pas, mais si tu as réussi à te faire des amis et que ces amis sont des personnes de valeur, bah tant pis. Puis après, il y a des pays où, par exemple, la franc-maçonnerie est totalement interdite. Alors, je vous donne un peu un exemple pour repérer un pays qui interdit la franc-maçonnerie. Si c'est une dictature, ça interdit la franc-maçonnerie systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question pour une dictature d'accepter qu'il y a un groupe qui se réunisse en secret et qui discute en secret de choses secrètes. Une dictature déteste d'avoir des groupes de personnes qui vont se réunir en secret, parce qu'une dictature a peur d'être renversée. Donc, bien sûr qu'il y aura des ennemis à la franc-maçonnerie, entre guillemets, franchement, c'est tant mieux. Tant qu'il y aura des ennemis, ça veut dire qu'il y aura des francs-maçons qui auront envie d'être là. Le jour où la franc-maçonnerie, tout le monde voudrait y rentrer, personne ne voudrait y rentrer. Merci. On a Oreo qui nous dit bonsoir et merci pour cette conférence. Quelle est la plus belle chose que t'as apporté ton parcours maçonnique? La plus belle chose que m'a apporté mon parcours. J'aurais tendance à dire, il y a quelques années, alors c'est une expérience de vie. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans la situation où, alors c'est du privé, hein, excusez-moi. Ma mère s'est retrouvée à faire 3 AVC en 10 jours. Elle s'est retrouvée tétraplégique, sourde, aveugle et muette. Ça fait beaucoup quand même à digérer, hein. Il se trouve que pendant ce temps-là, mon boulot, ça allait pas trop. Ma femme a été mutée donc à 100 km de là où on était. Et j'ai dû réorganiser toute ma vie. Alors je vous rassure, hein, quand même, ma mère est revenue un peu de tout ça. Hein. Elle s'est pris 15-20 ans dans les dents à cause de ça, mais bon, elle est fragile et tout ça, mais bon, bref, ça va bien, rassurez-vous. Mais toute ma vie s'est effondrée. C'est-à-dire que mon travail, à un moment, je me suis retrouvé, j'étais à 100 km de mon lieu de naissance, j'avais pas le permis, j'étais au chômage, et j'étais dans une maison où en fait, j'avais pas grand-chose à faire de la journée. Et il se trouve que des frères, en fait, sachant que j'étais on va dire, en France, quoi,
Ils savaient que j'avais à déménager, à trier les affaires de ma mère. Et j'ai 15 personnes qui ont débarqué un samedi après-midi pour m'aider, en fait, à régler les problèmes, à avancer dans le déménagement, à faire des choses. Ils n'étaient pas obligés, mais ils sont venus parce que ça leur faisait plaisir. Puis après, quand j'ai déménagé, il y a un frère qui est venu, mon parrain, qui m'a dit, écoute, ces temps-ci, t'as pas grand-chose à faire. Si ça te dit de bosser, je vais te mettre le pied à l'étrier. Puis on a commencé à transcrire la correspondance, les 25 ans de correspondance. Il m'a rajouté au groupe qui gérait de traduction de transcription de la correspondance entre Claude François Achard et Jean-Baptiste Villermoz. Et en fait, mon instruction maçonnique, je l'ai trouvée dans les lettres de Villermoz à Claude François Achard. Alors, je dis souvent ça pour être un peu impertinent. Ma formation maçonnique m'a été donnée par Villermoz, ça en fait rigoler certains. Voilà, c'est le fait que tu as des personnes que tu connais pas. Vraiment, tu les as vues juste en âge. Et un jour, t'as un souci. Et puis elles ont juste envie d'aider dans la mesure de leurs possibilités. Alors, elles peuvent pas résoudre tous les problèmes. Mais ça leur fait plaisir de faire plaisir. C'est cette notion-là qui est le plus beau, je trouve. C'est que tu fais quelque chose de désintéressé. Que, franchement, la plupart du temps, quand tu vas aider un ami, t'es intéressé parce que son amitié t'est chère et tu te dis, bah, il me rendra l'appareil la prochaine fois. Là, ils sont intervenus juste parce que j'avais besoin. Ils s'attendaient pas à ce que je vienne pour rendre l'appareil. Bien sûr, je vais le faire. Mais pour autant, la franc-maçonnerie, c'est l'endroit où j'ai réussi à trouver, dans un endroit fermé, le plus de belles personnes de toute ma vie. J'ai rencontré le plus grand nombre de belles personnes dans un seul et même lieu, c'est la loge. Merci. Alors ensuite une question de Geoffra qui, je pense, va pouvoir apporter une réponse assez claire et précise. La franc-maçonnerie est-elle héritière de cultes à mystère antique? Non, par contre, s'appeler De Garenne, ça a toujours rendu noble un lapin. J'explique. La franc-maçonnerie à la base. Allez, on va faire 2 minutes d'histoire maçonnique. Allez, c'est cadeau. Si vous voulez dormir sur la table, allez-y. La franc-maçonnerie, c'est quoi? Ça a été créé... je parle pour moi, mais de tout ce que j'ai pu lire en 12 ans, la franc-maçonnerie, ça nous vient d'Écosse, où en fait, nous avions des personnes qui travaillaient la pierre et qui essayaient de transmettre un mot du maçon. Pourquoi? Pour être payés correctement. Parce que d'un côté, il y avait des maçons qui montaient des murs de briques sèches, enfin de pierres sèches, on va dire, et d'autres qui avaient des pierres qui étaient taillées avec du liant. Et si on était capable de pouvoir monter des murs avec du liant et de les tailler, on était payé plus cher. Donc, il fallait être incorporé dans une guilde locale. Je fais vraiment, c'est très gros ce que je vais dire, mais j'essaye de vulgariser. Et en fait, on avait un mot du maçon qui était transmis pour qu'on puisse aller de chantier en chantier, effectivement, pour pouvoir être reconnu comme tel, je dirais. Petit à petit, en fait, ils ont invité les patrons de leur construction, et puis juste à voir ce qui se passait. Puis petit à petit, ils ont commencé à les initier symboliquement. Petit à petit, ces patrons, ils ont dit, nous, on va faire aussi des loges. Petit à petit, en fait, ça s'est séparé. Donc il y avait d'un côté la loge des opératifs, d'un côté la loge des spéculatifs, et puis il y avait encore des échanges, et puis ça s'est propagé, puis c'est arrivé plus en Angleterre, et puis on a essayé de transférer ça, et en fait, arrivé un moment dans les années 1720, c'était mort. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayaient de survivre. Quand on dit, on a commencé, la franc-maçonnerie est née en 1717 à Londres. Non, la franc-maçonnerie obédientielle a été fondée dans les années 1720 parce qu'ils essayaient de survivre. Donc quand tu essayes de survivre, tu fais ce que tu peux. Tu t'inventes des origines légendaires, tu reprends des textes en bricolant un petit peu avec l'histoire, tu vas construire tout un rituel, et en fait, la franc-maçonnerie a passé les 300 dernières années à construire une image d'elle-même. Les maçons anglais ne parlent jamais de tout ce qui est culte à mystère, ce genre de choses. Non, c'est les Français qui ont introduit ce genre de choses. La tradition de l'Égypte, tous les rites égyptiens, les Anglais, ça leur passe mais à 200 000 kilomètres au-dessus. Alors, certes, il y a des choses qui peuvent se retrouver dans on va dire,
la tradition initiatique de certains cultes à mystère. Mais honnêtement, personne ne sait ce qui se passait dans une cérémonie en l'honneur de Mitra. Faut être très, très honnête. On a des mitréums, on a la chaîne de progression avec le corbeau, le légionnaire, ce genre de choses. Ok, on sait ce genre de choses, mais personne ne sait vraiment ce qui se passait rituellement parlant. Par contre, c'était des initiations. Et là, oui, en fait, là, il y a, je trouve, le seul critère commun entre les cultes à mystère et la franc-maçonnerie, c'est le fait qu'on part d'un principe où on a une personne, et par un processus initiatique, on va faire mourir cette personne et la faire renaître. Ça, c'est une notion qui est importante dans toutes les sociétés initiatiques à travers l'humanité tout entière. Donc la seule chose qui peut être commune avec on va dire les cultes à mystère, tout ce qui est l'Eusis et ce genre de choses, c'est qu'effectivement, il y a un processus initiatique. Alors c'est sûr, des fois, on va arranger un petit rituel pour dire, oui, regardez, ça c'est la même chose, c'est quelque chose qui a été construit. Tous les rituels maçonniques, de toutes les façons, il ne faut pas se le cacher, sont des constructions de l'esprit. Tous les rituels maçonniques sont des trucs qui ont été bricolés avec le temps. Quand on prend le manuscrit des archives d'Édimbourg de 1696, quand on prend toutes les divulgations maçonniques, il y a un tâtonnement. On prend un petit élément par-ci, un petit élément par-là, et on construit la chose. Les Anglais, quand même, ils ont été obligés, durant à peu près 20 ans, de se taper sur la tête pour faire en sorte d'uniformiser le rite anglais, et malgré ça, il y a 200 workings, il y a 200 styles différents au rite anglais. Alors certains sont plus utilisés, mais on a toujours les textes. Donc, on a tendance, quand on est franc-maçon, à inventer une histoire légendaire, à dire qu'on a un lien avec ci, un lien avec ça. C'est pareil pour les Templiers, c'est pareil pour la théorie on va dire, la persistance des guildes maçonniques, des guildes de tailleurs de pierre qui seraient dérivées, seraient devenues la franc-maçonnerie. Ça fait partie des légendes et s'appelait De Garenne, ça a toujours rendu noble à la. Je te remercie. On a Dogus74 qui a fait ses recherches de son côté sur l'origine liée à son rite. Il précise que c'est le rite français moderne. Et qui me dit, pour ma part, la Royal Society, née en 1666, est très impliquée dans la fondation. Je vois qu'il est encore en train d'écrire. Jean-Théophile Desaguliers était démonstrateur de la RS. Je sais pas si tu veux ajouter quelques mots sur ce sujet ou c'est toujours très compliqué. De parler des origines de la maçonnerie et de cette époque-là qui est très enfumée, on va dire. Il faut faire très attention quand on parle de la Royal Society. Jean-Théophile Desaguliers était secrétaire de la Royal Society. De mémoire aussi, il était aussi le secrétaire d'Isaac Newton. Et en fait, c'est très simple. C'est pas que c'est la Royal Society qui a influencé la franc-maçonnerie obédientielle. C'est que tout simplement, une des personnes qui a été une des fondatrices de la franc-maçonnerie obédientielle, était influencée par la Royal Society. Le fait qu'on ne discute ni politique ni religion en loge, ça vient d'une tradition de la Royal Society. C'est super simple. En Angleterre, il y a effectivement le protestantisme. Mais le protestantisme, c'est pas unique. Il y a des dizaines de courants qui sont protestants. Il y a quand je disais tout à l'heure les Quakers, quand je disais les Anglicans, les presbytériens, ce sont des sensibilités. Donc forcément, quand tu as des personnes qui ont des sensibilités différentes et que tu les mets dans une même pièce, tu te doutes bien que ça va exploser. Donc tu fais un truc très simple, puisque tu veux parler de science, tu retires la religion et la politique. La religion, c'est évident. La politique, ça évite de te faire couper la tête par le pouvoir en place si jamais tu dis des choses qui peuvent être néfastes. Donc en fait, c'est pas la Royal Society qui a influencé la franc-maçonnerie, ce sont des membres de la Royal Society qui, étant francs-maçons, ont influencé la franc-maçonnerie avec des habitudes qu'ils avaient eux et qu'ils trouvaient très intéressantes. Et ça a marché. Le fait de ne parler ni de politique ni de religion et de dire même dans la Constitution que si tu es un bon franc-maçon, tu dois respecter le gouvernement du pays dans lequel et les lois dans lesquelles tu résides. Forcément, ça va permettre de pouvoir se diffuser à travers la planète. C'est pour ça qu'on disait que dans l'Empire britannique, il y avait toujours une loge en activité de midi à minuit, parce que qu'importe la course du soleil, il y avait toujours une loge quelque part qui pouvait ouvrir ça. Merci. Du coup, je change de sujet avec la question de Rafiki qui
nous dit, enfin, qui te dit bonsoir et enchanté. Quel intérêt au secret maçonnique? Est-ce qu'avec Internet et les réseaux sociaux, le secret ne laisse pas la place au complot et à toutes les théories? Moi, je trouve que le complot et les théories du complot, en fait, ça a été le plus, depuis 300 ans, ça a été le plus formidable moteur de propagation de l'information. C'est polémique. J'explique. Quand tu vas voir un film, enfin, quand tu veux voir un film, imagine, souviens-toi, tu es au collège, tu es au lycée, et tu veux voir un film et quelqu'un l'a vu. S'il te raconte ce qui s'est passé dans le film, t'es dégoûté. T'aimerais bien qu'il se taise, alors tu dis non, ne me dis rien, tais-toi. C'est le secret. La franc-maçonnerie, le secret maçonnique, le seul vrai secret, le seul vrai gros secret, c'est de ne pas dire ce qui se passe durant une cérémonie. Donc, si tu ne sais pas ce qui se dit durant une cérémonie, t'es tranquille. Mais si tu ne sais pas qui a été voir le film, t'es encore plus tranquille parce que t'as pas le risque que cette personne-là puisse te raconter le film en disant tiens en fait lui il m'a parlé du film et l'autre te dit ah bah oui moi aussi je l'ai vu et tiens je vais te raconter. Donc en fait c'est aussi pour ça qu'on ne dit pas qui est en franc-maçonnerie parce que ça évite qu'on fasse pression sur ces personnes-là pour qu'elles racontent ce qui se passe dans le secret de la cérémonie. Ça libère en fait les personnes qui sont en franc-maçonnerie d'avoir à dire non j'ai pas envie de te dire, oui t'es mon meilleur ami depuis l'enfance mais non j'ai pas envie de te le dire. Le problème, c'est que le deuxième côté, enfin l'autre côté de la pièce de ce secret, c'est que on confond le mystère et le fait de cacher. Quand tu dis de quelque chose que c'est mystérieux, c'est attirant. Moi, je l'ai vécu étant collégien, adolescent. Les mecs qui réussissaient à draguer les filles, c'était pas les mecs qui disaient toute leur vie et qui disaient tous leurs sentiments. C'était les mecs qui faisaient les mystérieux. J'ai un ami, c'est assez rigolo, j'ai un ami, en fait, il arrivait en soirée, il s'endormait dans un coin et toutes les filles disaient «Oh, qu'est-ce qu'il est mignon quand il dort!» Et en fait, juste en arrivant et en disant rien, il était mystérieux. Alors que nous, on parlait, on essayait de se mettre en avant, de dire tout ce qu'on faisait, et ça marchait pas. Donc, le secret alimente le complot, mais le complot alimente aussi l'envie. Faut pas s'étonner si le Nouvel Obs, l'Express ont fait pendant des années des sujets sur la franc-maçonnerie, c'est bien parce que ça a attiré des gens et qu'il y avait des personnes qui se posaient des questions sur la franc-maçonnerie qui se disaient tiens, je vais essayer d'en apprendre un peu plus. Tout est disponible sur le net. Faut pas se cacher. Moi, j'ai réussi à retrouver à peu près la quasi-totalité de tous les rites, de toutes les obédiences à tous les grades sur Internet. Par contre, est-ce que je les comprends? Pas dit. Bien sûr, je vais pas les lire, puisque, enfin, vous savez bien que quand le principe de la franc-maçonnerie, c'est aussi de vivre les grades. Par contre, il y a effectivement des rites, je sais pertinemment que je vais jamais avoir l'occasion de les passer. Les rites suédois, il y a plein de trucs comme ça. Zinendorf, je vais pas pouvoir avoir l'occasion de vivre une cérémonie comme ça. Donc, ben, je le lis. Après, est-ce que je le comprends? Non, il y a énormément de trucs que je comprends pas. Lire la franc-maçonnerie, ça ne veut pas dire qu'on la comprend. Lire la franc-maçonnerie, quand on voit par exemple qu'il y a une lettre et on ne sait pas ce que c'est ce mot, ça ne veut pas dire qu'on le comprend non plus. Tout est disponible. Mais si tout était disponible et que tout le monde le comprenait, plus personne ne viendra en franc-maçonnerie. C'est bien quand même qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'y passe. Merci. Alors, Rafiki me dit, ok, effectivement, je comprends. Merci beaucoup pour la réponse. Et j'ai passé tout à l'heure la question, sans le vouloir, de Mathieu Acapulco, qui nous dit, je suis profane complet. Quelle différence entre les rites français, anglais et les autres? Et du coup, pourquoi partir de l'un pour aller vers l'autre? Alors, est-ce que tu as 8 heures devant toi? En fait, c'est très simple. Mon obédience, alors, pour les profanes, faisons très simple. Le frère ou la sœur est dans une loge, alors on va tracer un cercle autour. Cette loge est dans une province qui a un ensemble de loges, donc on va retracer un cercle autour. Et toutes ces provinces sont dans une obédience. Et là, on va tracer un énorme cercle. Comme on est en France, il n'y a pas qu'une obédience. Il y a énormément d'obédiences, donc on trace un encore plus gros cercle. Il se trouve que dans mon obédience, on pratiquait 3 rites. On pratiquait le rite français traditionnel, le rite anglais style émulation et le régime écossais rectifié. Donc naturellement, quand on est au rite français, il y a une loge qui va se recréer parce que c'est du rite anglais, on passe au rite anglais. Mais à côté de ça, je visitais aussi le régime écossais rectifié, j'ai fait toute mon instruction maçonnique sur du rectifié. Pour moi, c'était naturel. Donc c'est plus l'occasion qu'a fait le maçon que vraiment un projet de partir du rite français pour aller au rite anglais. Par contre,
À la LNF, alors je me souviens jamais de cette phrase. Si y a des frères de la LNF et des LNFU qui m'écoutent, je vais me faire taper dessus. Mais en gros, il y a une phrase qui dit dans l'obédience que le rite anglais est une école, le rite français est une passion et le régime écossais rectifié est enfin encore autre chose. Il y a une complémentarité en fait au LNFU sur ces trois rites, on n'en rajoutera pas d'autres en plus. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion qui fait le maçon dans ce trajet de vie. Et même au départ, moi au départ, je m'étais dit, mon objectif maçonnique, c'est d'atteindre le 5e ordre. Et en fait, j'ai atteint mon premier cycle, enfin la fin de mon premier cycle, parce que le rite anglais, c'est pas des hauts grades, c'est des grades parallèles. Donc en fait, nous par exemple, si vraiment tu calcules bien, au rite anglais, si tu passes un grade par an, pendant 38 ans, tu peux passer un grade. Donc on n'a pas fini, hein, alors qu'au français, une fois que tu arrives au 5e ordre, ben voilà, hein, t'as fini ton truc, t'as ton nom d'ordre, tu retires les voyelles, et puis voilà, c'est fait. Donc c'était plus une occasion qu'autre chose. Merci. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions sur le salon questions, mais je vois que Only est en train d'écrire, donc et il nous dit: les compagnons du devoir sont-ils des héritiers plus légitimes des tailleurs de pierre d'antan que des francs-maçons? Alors là, je vais invoquer l'esprit de Jean-Michel Matonnière, qui se trouve être aussi mon parrain à l'Académie de Vaucluse et qui ferait des bonds sur sa chaise de 300 km de haut. Alors, il faut bien déjà comprendre les compagnonnages en France. En France, on parle souvent du compagnonnage. Il n'y a pas un compagnonnage, il y a des compagnonnages, puisqu'il y a des métiers différents et que même parmi les métiers, il y a des organismes compagnoniques qui sont différents. Vous prenez un compagnon du devoir et un compagnon du devoir de liberté, ça a beau se ressembler, c'est pas vraiment la même chose. Donc, même entre eux, ils sont comme nous avec nos obédiences. Donc déjà, de leur côté, l'unité, elle est pas top. Puis ensuite, si on remonte dans l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait, leur histoire, elle a été un peu bricolée au fur et à mesure du temps. Alors, la franc-maçonnerie et, on va dire, les opératifs. La franc-maçonnerie a piqué des symboles aux opératifs et les opératifs ont piqué des symboles aux francs-maçons. On va dire, il y a une interpénétration culturelle et ça n'est pas un jeu de mots sexuel. Il y a une interpénétration culturelle, en fait, entre les deux entités. Ce qui fait qu'à un certain moment, on a pris dans la franc-maçonnerie des éléments, et puis à d'autres, on en a pris de l'autre côté. Il y a un exemple qui me vient spontanément en tête, les lacs d'amour, les las d'amour, vous savez, les nœuds. Les las d'amour, en fait, il y a Jean-Michel, enfin, moi je dis Mato, parce que c'est mon nom, hein, en Vaucluse. Il a retrouvé une tombe d'un compagnon de 1611 de mémoire, où il y avait des las d'amour qui étaient gravés dessus. Donc 1611, c'est bien avant la franc-maçonnerie. Donc quand on dit que les francs-maçons ont inventé tous les symboles, non, c'est qu'ils ont repris certains éléments. Donc il y a une acculturation, voilà, le terme est beaucoup mieux, il y a une acculturation qui s'est faite, mais il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de... En même temps c'est compliqué parce que les compagnons en France aussi ont une mauvaise connaissance de leur histoire. Donc on va dire, la seule connaissance qu'on pourrait à la limite prendre entre les francs-maçons et les compagnonnages, ce serait au niveau des outils. Parce que le fait que pour tailler une pierre, il faut tel outil dans tel contexte, ce genre de choses, oui. Et même encore, la pierre cubique à pointe. Alors ça, je vais prendre 20 secondes pour parler de ça. Souvent, on parle d'une pierre cubique à pointe. Alors c'est un cube, puis il y a une espèce de pyramide au-dessus. Tout le monde parle de la pierre cubique à pointe. Le fait, il y a toute une symbolique qui est développée en franc-maçonnerie française là-dessus. En fait, quand on regarde les principales sources, on s'aperçoit que c'est tout simplement un problème de stéréotomie. La stéréotomie, c'est l'art de dessiner des épures, c'est-à-dire le fait de dessiner des croquis. Et en fait, c'est pour dessiner la perspective. Sauf que quand on veut dessiner la perspective d'un cube, eh ben, les traits du dessus, on les fait. Il suffit que, entre le passage entre l'Angleterre et la France, on ait envoyé un tableau de loge et que sur ce tableau, ils essayaient de dessiner un cube et qu'ils aient essayé d'effacer mais qu'ils n'aient pas effacé complètement.
peut-être qu'en fait, tout simplement, ils ont créé un nouvel objet sans le savoir. Une autre théorie, c'est que par exemple, dans les années 1740 en France, on avait une hachette qui était une petite hache qui était posée sur un cube et on va dire, par truchement de l'histoire, c'est devenu une pierre cubique à plinthe. Donc, les origines des symboles, les origines, on va dire, de maçonnique, tout ça, c'est véritablement quelque chose de très compliqué, on n'aura jamais là. Je ne sais pas si je réponds aux questions en fait, mais c'est mes réponses. Donc Si, c'est tout à fait clair. Chacun est libre de se relancer ensuite, mais alors, il est 21h09, on avait prévu une fin à 21h. Je te propose de prendre encore une ou deux questions si ça te convient. Bon, il n'y a pas de souci, hein, au service de l'ordre. Alors, on a Rafiki qui demande: est-ce que l'arrivée de la franc-maçonnerie spéculative a un lien avec la diffusion des livres grâce à l'imprimerie et donc qui remplace l'architecture? Pas du tout. Alors, ce qu'il faut bien penser, c'est que de mémoire, jusqu'en 1969, la franc-maçonnerie en Angleterre, il n'y avait pas de version écrite des rituels publiés. Donc, la franc-maçonnerie a réussi à se propager par 3 types de sources. Les manuscrits et les imprimés. Les manuscrits, il y a des sous-sections et des imprimés aussi des sous-sections. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que soit il y avait des aides-mémoires, donc par exemple, puisqu'on n'avait pas le droit d'écrire le rituel, donc on l'écrivait quand même, mais sur des petits carnets, et on se le gardait par devers soi, et sous la table, quand on était surveillant, on essayait de relire ce qu'on avait marqué. Donc d'un côté, il y a ces aides mémoire. De l'autre, il y a, pour se souvenir du rituel, comment il doit être fait, le vénérable maître, ou même un autre frère, peut très bien, au fur et à mesure qu'il écoute les cérémonies, noter, et puis ensuite tout réécrire en une même source. Puis après, il y a aussi des imprimés qui ont lieu, et ces imprimés-là sont en général, alors il y a 3 possibilités pour ces imprimés-là. La première, c'est pour dire, j'ai découvert les secrets de la franc-maçonnerie, je les publie, voici comment ça se passe. Le deuxième type d'imprimé, c'est de dire, un franc-maçon est mort, et dans ses affaires, on a retrouvé ce texte-là, je vous le donne. Et en fait, des fois, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des divulgations qui sont faites, quand on regarde l'histoire des textes, il y a des divulgations qui sont faites, et il y a des contre-divulgations. Donc, par exemple, quand vous avez dans les années 1730 le Pritchard qui est fait, il y a des contre-divulgations, ou plutôt des dénégations qui sont faites. Sauf qu'en fait, quand on étudie plus en avant encore l'histoire, la divulgation de 1730, on se pose de plus en plus la question, dans le milieu historique, est-ce que par hasard, c'était pas la Grande Loge de l'époque qui a fait exprès de diffuser une divulgation dans le but de fixer des usages de manière pérenne. C'est-à-dire que c'était impossible de convaincre les maçons dans chaque loge d'adopter un rituel, mais en proposant aux gens quelque chose de manière, on va dire, attention, c'est secret, ça ne doit pas être propagé, ne le faites pas, ne l'achetez pas. Marketingment parlant, c'était intéressant. Donc, l'écriture, la publication des écrits et tout ça, non, ça n'est pas lié du tout à l'histoire de l'imprimerie, ce genre de choses. C'est vraiment, la première divulgation publiée, je crois, c'est en 1723 dans le Post-Boy. C'était un petit journal où, en fait, voilà, les secrets de la franc-maçonnerie ont été révélés. Je crois d'ailleurs, c'était déjà le coup du franc-maçon qui était mort et dans ses affaires, il y avait un texte qui avait été retrouvé. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Il y a des fausses publications aussi. La lyre maçonne, c'est un hoax, c'est une contre-divulgation. C'est raconter un peu n'importe quoi pour dire oui, mais regardez, la franc-maçonnerie, c'est pas sérieux. Regardez ce que c'est en fait en vrai. Voilà. Merci. On a Geoffra qui nous pose la question: quel est le rôle et l'objectif des rituels en franc-maçonnerie? Alors, quel est le rôle et l'objectif des rituels? J'arrive pas à savoir si la question c'est quel est le but de la franc-maçonnerie ou plutôt juste sur le rituel. Donc je vais répondre aux deux. Alors voilà, très bien. Voilà. Le but de la franc-maçonnerie, c'est simple. C'est toi. C'est-à-dire qu'à un moment de ta vie, est-ce que tu as envie de dire que tu as envie de t'améliorer, que tu sais pertinemment que tu as des défauts,
et que tu vas aller sur un chemin spirituel où on va te donner des questions et pas des réponses. La franc-maçonnerie, c'est donner des outils pour que tu puisses, alors on dit tailler sa pierre, la franc-maçonnerie, ça te donne des outils intellectuels pour faire en sorte que tu puisses faire un travail sur toi pour essayer de devenir meilleur. Des fois, ça foire, et des fois, ça marche. Des fois, ça foire au début, et ensuite ça marche. Des fois, ça marche au début, et ensuite ça foire. Donc le but de la franc-maçonnerie, c'est essayer de rendre le monde meilleur. Comment? En ayant plein de petits individus qui réfléchissent sur eux-mêmes, et qui, au terme de leur chemin intellectuel, peut-être, seront des personnes meilleures. J'entends par là. Moi, je suis un faux calme. Pourtant, la franc-maçonnerie, ça m'a appris à être calme. Je suis quelqu'un qui a tendance à partir dans tous les sens pour discuter des choses, ce genre de choses. À 25 ans, j'étais comme ça. Maintenant, je suis beaucoup plus posé, je suis beaucoup plus calme. Ça m'a mis du plomb dans la tête, d'une certaine manière. Le but de la franc-maçonnerie, c'est véritablement, je pense, si on doit résumer ça en une phrase, et c'est d'ailleurs la phrase qui est la plus dite chez les Anglais, prendre des personnes bonnes et essayer de les rendre meilleures. Tout le reste, c'est du folklore, tout le reste, c'est accessoire. Maintenant, les rituels, le rôle et l'objectif des rituels. Alors on va déjà, en 20 secondes, essayer de retracer certains mots. La cérémonie, en fait, pour passer de l'état profane à apprenti, ça c'est pas une cérémonie, comme pareil, pour passer de apprenti à compagnon ou pour être élevé de compagnon à maître, la cérémonie, ça se base sur un rituel. Le rituel, c'est un écrit qui va lister toutes les actions et toutes les paroles qui doivent être faites et dites pour faire la cérémonie. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que on peut dire qu'il y a un rôle et un objectif au rituel? Oui, le rôle et l'objectif des rituels, c'est d'harmoniser la transmission. C'est de faire en sorte que tu vas avoir des choses qui vont être transmises en 1942, je dis un chiffre n'importe quel, 1964, et en 1994, ce sont toujours les mêmes choses qui vont être transmises. Le problème, c'est que les rituels sont perpétuellement corrompus par toutes les obédiences. C'est-à-dire qu'on prend un rituel, on dit oui, mais ça c'est plus trop dans l'époque, on va passer par une commission de refonte des rituels et ils vont nous arranger ça. Et ça arrive à un moment où en fait on ne sait plus du tout. D'ailleurs, c'est l'histoire de la LNF, ça d'ailleurs. Ça, il faut prendre quelques secondes pour en parler. La LNF en fait est née de mémoire à la GLNF. Où, en fait, il y avait un petit groupe qui voulait retravailler en fait l'histoire des rituels et essayer de retrouver le sens des rituels précédents. Et en fait, puis ils ont commencé à gratter l'histoire, puis ils se sont aperçus que ce qu'ils faisaient à ce moment-là de leur vie maçonnique, c'était pas du tout la franc-maçonnerie telle qu'elle avait été conçue au départ. Donc ils ont essayé de retrouver des sources, ils ont essayé de retrouver des textes, ils ont essayé, alors c'est assez rigolo parce que à l'époque, on est dans les années 70, ils font des photocopies ou des fois ils font surtout c'est tapé à la machine à écrire. Donc on a des feuilles qui sont tapées à la machine à écrire, et puis il y avait Jacqueline Guilly, la femme de René Guilly, qui découpait des morceaux de rituels avec des questions-réponses et qui les collait sur des feuilles à petits carreaux. Et en fait, à partir de ça, ils essayaient de voir qu'est-ce qui était dit à telle période, sur telle question, sur telle réponse. Donc, le but et le rôle des rituels, c'est véritablement de faire une transmission de la tradition. Et il faut faire attention à ce mot tradition, parce que la tradition, c'est la vision qu'on a maintenant des usages d'avant. C'est-à-dire que la tradition, si je vous dis la tradition provençale, c'est l'image qu'on a de la Provence, mais du 19e. Parce que la Provence du 18e, du 17e, du 16e n'a strictement rien à voir avec les images d'Épinal des Arlésiennes qui sont en train de danser avec leurs petits chignons. Mais c'est la tradition, c'est l'image qu'on a du passé à l'heure actuelle. Merci, je vois pas d'autres personnes qui écrivent. On a une dernière question de Théo qui nous dit: Hervé, peux-tu venir en vacances chez moi pendant une semaine pour me parler de franc-maçonnerie nuit et jour? Je trouve ça méga intéressant. Eh ben, volontiers, mais ma femme va pas vouloir. Mais non, moi franchement, ça me fait plaisir de parler de maçonnerie. C'est toujours aussi intéressant de confronter les idées. Donc là, c'était une conférence et tout ça, je répondais à des questions. Il y a forcément des trucs que j'ai dit qui vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. J'espère quand même, parce que si tout le monde est d'accord avec moi, je commence à m'inquiéter parce que je me dis que je commence à être dans le vrai et dans ce cas-là, j'ai plus rien à chercher et là, je fais une bouffée d'angoisse. Mais c'est intéressant surtout
de pouvoir parler de maçonnerie, on va dire, au calme. C'est-à-dire en se sortant de tout ce qui est ésotérisme. Alors ça encore, excusez-moi. Jean-Michel Matonnière et Roger Daché, le zozotérisme, c'est leur terme. Mais effectivement, quand on voit passer des publications sur Internet sur la franc-maçonnerie, le secret de l'ésotérisme, ce genre de choses, c'est pas ma came. C'est pas du tout ma came. Ma came, c'est tout simplement de savoir les textes, comment ils étaient pratiqués, les usages, comment ils étaient pratiqués. Je vais donner un exemple très simple et ce sera la conclusion. Est-ce que vous savez d'où viennent les voyages maçonniques? La réponse, vu que je vous entends pas, c'est oui, j'ai lu quelques trucs. Bon. En fait, la réponse, moi, je l'ai peut-être comprise personnellement pour moi en pratiquant le rite anglais de simulation, puisqu'à un moment, en fait, sans rentrer dans les détails et sans faire de divulgation et devenir un parjure opiniâtre, il y a un moment, en fait, où on doit taper sur l'épaule de quelqu'un. Alors, on me dit, pourquoi taper sur l'épaule de quelqu'un? Parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, une initiation, ça se passait dans une petite pièce. Et en fait, il y avait juste une table au milieu de la pièce. Puis autour de la table, il y avait les frères, c'est-à-dire qu'il y avait le vénérable maître. Au départ, il y avait un surveillant, puis après, il y avait 2 surveillants. Et en fait, le profane était amené il payait 5 shillings. Et en fait, il était initié, c'est-à-dire qu'on lui révélait le mot du maçon, on lui révélait 2-3 symboles qui étaient dessinés au sol. Mais il fallait qu'il soit reconnu, parce qu'il fallait qu'on reconnaisse que c'était bien la personne qui avait payé 5 shillings et qui voulait bien être rentré dans la franc-maçonnerie. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire pour être reconnu? Parce qu'à l'époque, on avait des chandelles, il fallait qu'il fasse le tour de la table. Et faire le tour de la table, c'est bien mignon, mais à un moment, on a voulu agrandir. On a dit, on va pas se réunir dans une petite taverne, on va se réunir dans un local maçonnique. Donc, ils ont fait des grands locaux maçonniques. Oui, mais on a toujours fait le fait de se faire reconnaître en faisant le tour. On va peut-être essayer de voir à faire autre chose. Bon, voilà, il y a plein de petites traditions qui sont en fait du pratico-pratique et qui au final deviennent des espèces de délires symbolico-maniaques sur le voyage maçonnique, le but du voyage maçonnique, la transformation de l'être. Non, au départ, c'est qu'on est passé d'une statue où il y avait une petite table à une grande salle. J'ai pas dit. Je te remercie. On a Oreo qui est en train d'écrire et je te propose qu'on attende simplement qu'il nous pose sa question. Sauf si non, voilà, encore peut-être 2 questions même. Et puis on terminera sur ces 2 dernières questions. On terminera quand ma femme va débarquer en disant bon, c'est fini là. Voilà. Et de toute façon, je rappelle à ceux qui nous ont rejoints à l'occasion de cette conférence que sur notre serveur, bien entendu, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. L'intérêt, c'est que tout le monde peut aussi y répondre. Attends, parce que pendant qu'ils sont en train de poser des questions, et est-ce que je vous ai parlé de l'apprenti perdu? Alors c'est une blague en fait. Alors je vous le dis, sachez-le. Dans mes vidéos que je fais sur YouTube, au début, j'avais fait la vidéo et en fait on m'a dit si tu vas faire des vidéos sur YouTube, mais parle de ton bouquin. Je dis mais je suis tout le monde. Et en fait il y a un frère qui me dit t'as qu'à le foutre dans un coin de l'image, tu dis rien, et puis ça va se voir. Puis en fait j'ai fait ça et puis on en a parlé. Et en fait je me suis dit il faut que je fasse des trucs qui soient liés à l'apprenti perdu. Et en fait c'est devenu une running joke entre frères. J'ai pris un moment dans une des vidéos, là, j'ai pris carrément un tableau lumineux où on voyait l'apprenti perdu qui s'affichait en grand sur l'image. J'en parle à la fin dans la vidéo et tout ça. Et en fait, c'est devenu une running joke. Et sans le vouloir, ça devient un super moyen de promo. C'était pas prévu au départ, mais c'est assez rigolo parce que maintenant j'ai des gens qui disent j'ai vu ton livre, je l'ai acheté, franchement j'ai bien aimé. J'ai été contacté aujourd'hui par une chaîne YouTube, une petite chaîne YouTube. Le gars, il a 300 abonnés sur YouTube. Il fait du MMA. Ouais, du MMA, le sport de combat. Et il voulait parler franc-maçonnerie. En fait, je me disais, pourquoi il veut parler de franc-maçonnerie? Je commence à regarder un peu sa chaîne et tout ça. Au départ, j'allais lui dire gentiment, écoute, ton domaine, ça n'a rien à voir avec toi. En fait, non. Parce que dans une de ses vidéos, par exemple, il parlait des rituels des arts martiaux.
Il y a tout un côté spirituel aussi dans les arts martiaux. C'est la différence entre les sports de combat et les arts martiaux. Donc il y a plein de choses qui peuvent être dites sur le sujet. Et puis en fait, en discutant, on s'est dit, mais carrément, on va faire une vidéo là-dessus. Trouver les points communs entre les deux. Voilà, donc je parle souvent de L'Apprenti perdu, qui est mon roman de science-fiction maçonnique, régulièrement réapprovisionné sur les sites de vente en ligne. Voilà, ça me fait toujours plaisir quand il y a des personnes qui m'envoient ensuite les photos du livre chez eux ou dans leur ville ou ce genre de choses. J'aime bien aussi avoir les retours, savoir ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils voudraient voir pour les tomes suivants. Donc voilà, je fais un running joke, désormais j'en parle systématiquement, mais ça me fait rire, mais en même temps j'ai toujours des belles surprises, des échanges, je me fais des nouveaux contacts très intéressants, et voilà. Tu as bien fait de l'évoquer. Alors, je vais commencer par la question de Geoffra, puisque ça traite directement du sujet dont tu viens de parler, et puis Théo, je pose ta question juste après. Geoffra qui nous fait une alerte spoiler en demandant pourquoi avoir donné des noms de divinités sumériennes et babyloniennes à certains de tes personnages. Oh! Alors en fait, la première raison, c'est parce que je kiffe la période babylonienne et assyrienne. Alors c'est très bizarre, hein, parce que vraiment j'ai une passion pour ça. Et en 2018, j'ai eu l'idée de vouloir aller en Angleterre pour visiter la Grande Loge de Londres avant le Brexit, parce que je me suis dit si ça va être ensuite ça va être compliqué. Et il se trouve que j'ai fait le British Museum juste pour aller voir les lamassus, en fait. Ce sont des portes monumentales, enfin pas des portes, mais ce sont des divinités protectrices des villes. C'est-à-dire que le corps, c'est un corps de taureau ou un corps de lion, et la tête, c'est une personne humaine. Ces corps ont des ailes, en fait. Et ce qui est très drôle, c'est que ces divinités, c'est gigantesque, il faut bien visualiser. Vous tapez sur Google Lamassu, Lama2SU, ce sont des trucs qui font quand même 4 mètres de haut, et qui étaient positionnés de chaque côté de la porte pour protéger l'entrée de la ville. Et je me suis fait donc les Lamassu du British Museum, et une semaine après, j'avais on va dire le combat national à Paris, de mon obédience, et j'en ai profité pour aller au Louvre. Et je me suis fait exactement la même chose. Et mon objectif de vie, c'était de voir les Lamassu du British Museum et du Louvre, en fait, dans la même semaine. Et il se trouve que j'ai une passion pour ça, et en fait, en grattant un petit peu, on parlait des mystères, mais il y a plein de trucs qui se retrouvent dans toutes les religions, dans tous les cultes, dans toutes les initiations. J'ai par exemple, sans faire de spoiler avec le bouquin, je parle du temple des synthétiques. En fait, c'est une ziggourate. La ziggourate, c'était le temple qui était en 7 degrés des peuples babyloniens, syriens, ce genre de choses. Donc il y a plein de choses qui m'intéressaient dans cette culture-là, et je me suis dit, toute la franc-maçonnerie, c'est un patchwork. Alors j'essaye de pas trop rentrer dans l'histoire du livre, mais disons que le livre se passe en 2142, que l'humanité a été totalement exterminée par une intelligence artificielle qui a été injectée dans des corps synthétiques, et que les derniers êtres humains vivent en fait en espèce d'élevage dans des cités dortoirs. Et il se trouve qu'il y a une résistance qui va se faire, et cette résistance, pour essayer de survivre, elle s'est inventée un passé mythique, légendaire, qui s'appelle le Craft. Vous savez bien que le Craft, c'est lié à la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, c'est toujours constitué à partir de légendes, à partir d'une origine légendaire, le fait d'avoir un grand maître qui, au départ, était de la famille royale et tout ça. Donc on s'invente des légendes pour faire en sorte que ça soit plus légendaire. D'ailleurs, il n'y a pas que les références assyriennes, babyloniennes ne sont pas que là. Sans dévoiler trop de mystères sur le livre, je vous invite à regarder le nom et le prénom des synthétiques qui sont dans certains des chapitres, et de faire quelques recherches sur ces prénoms, et vous verrez qu'en fait le caractère qu'ils ont dans leur divinité influence aussi les personnages. Donc voilà, il y a eu d'ailleurs aussi je crois c'est Patrick Négrier qui a fait
un livre sur la franc-maçonnerie et les ziggourats. Il y a de mémoire, j'avais lu un truc comme ça, mais voilà, c'était parce que c'est une période que j'apprécie énormément. Et ça me permettait, par le truchement de cette période-là, de pouvoir montrer un peu, on va dire de manière satirique, que des fois on s'invente un passé légendaire, comme on l'a fait par exemple avec le temple de Salomon, hein, et ça s'explique aussi historiquement parlant, les Mystery Plays, ce genre de choses. Voilà, le fait de prendre une histoire et de servir de cette histoire pour faire vivre à des impétrants tout un processus initiatique. Et dernière question. C'est mieux si j'allume mon micro. Et dernière question très intéressante de Théo, auquel je vais faire un petit ajout d'ailleurs. Il nous demande la place du conjoint ou de la conjointe aux côtés d'un franc-maçon. Et je vais ajouter quel est son rôle lors de l'entrée en franc-maçonnerie. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un rôle, en tout cas, lors de l'entrée en franc-maçonnerie? Alors, je vais répondre comme... Alors, là, je vais me placer dans le rôle du mentor de loge, qui va expliquer à des enquêteurs ce qu'ils doivent dire et comment ils doivent le présenter à un impétrant, à un candidat. Ce qu'il faut vérifier dans les enquêtes, c'est que la personne qui partage l'avis du ou de la franc-maçonne, du franc-maçon ou de la franc-maçonne, est-ce qu'elle est d'accord avec le fait que la personne rentre en franc-maçonnerie? Si il y a le moindre doute que la personne avec qui vit le profane pourrait avoir des difficultés avec le fait que la personne rentre en franc-maçonnerie, soyons clairs, il ne faut pas que la personne soit initiée. Le plus important, c'est la famille. Ensuite, le travail. Ensuite, les amis. Et ensuite, la franc-maçonnerie. Les amis, ça peut être mélangé avec la franc-maçonnerie, donc c'est un peu poreux, cette notion-là. Mais il faut toujours avoir 3 bases pour tenir en maçonnerie. La famille, le travail et l'activité, le hobby, la franc-maçonnerie. Parce que quand il y en a une qui s'effondre, imaginons, ça se passe pas bien avec ta femme ou avec ton mari, ce genre de choses, toujours le travail et la franc-maçonnerie pour te raccrocher. Mais si en plus au travail c'est pas top, bah t'as la franc-maçonnerie qui est là pour te sortir un peu la tête de l'eau. À l'inverse, si ça se passe pas trop bien en franc-maçonnerie, t'as toujours ton travail et ta famille. Donc c'est très important que le conjoint et la conjointe en fait acceptent que la personne sorte 3 fois par mois pour aller voir des personnes qu'elle connaît pas forcément au début, qui vont faire des choses qu'il n'a pas le droit ou qu'elle n'a pas le droit de dire, dans les détails. Alors, faut pas non plus se cacher, hein. Toutes les femmes de maçons et tous les maris de maçonnes à peu près ce qui se passe en maçonnerie, et tu passes tellement de temps à aller parler de la maçonnerie, à réviser des rituels, qu'au final, on a des demi-initiés. Et il est très important que le conjoint ou la conjointe soutienne l'activité du mari ou de la femme. Mais c'est la même chose qu'avec un club de foot. Si tu es licencié dans un club de foot et que tous les week-ends, tu dois être en compétition ou en entraînement, et qu'une fois en plus dans la semaine, tu dois avoir un entraînement, si ta femme ne te soutient pas, tu vas au clash. Tu préfères quoi? La vie de famille ou la franc-maçonnerie? Ta vie de famille, en fait. Donc, la conjointe ou le conjoint doit avoir une place essentielle. Et même, je vais vous dire mieux, je parlais d'un frère, son nom, vous doutez bien, mais en fait, ce frère-là a voulu entrer en franc-maçonnerie et sa femme ne voulait pas. Elle était anti-maçon. Il est rentré en maçonnerie. Leur couple, pour X raisons, ils se sont séparés. Bon. La femme, ensuite, s'est faite initier en franc-maçonnerie. Donc, vous aviez une personne qui était contre les maçons, son mari est devenu maçon, ils se sont séparés, et au final, elle est devenue maçon. Donc, il faut aussi se dire que les positions des gens évoluent aussi avec le temps. À force de voir des maçons, souvent on s'aperçoit que c'est des gens bien pour la plupart du temps. Il y a toujours les 15%, méfiez-vous des 15%. C'est toujours ces personnes-là qui vont poser des soucis. Mais la plupart du temps, il faut faire en sorte aussi que la personne se sente incluse. Et pas ça, je ne t'en parle pas vraiment, je suis secret là-dessus, parce que sinon ça ne se passera pas bien. Parce que si tu gardes des secrets trop importants avec ton conjoint ou ta conjointe, ça va vite couper en soi. Je te remercie, Hervé.
Je crois que tout le monde a beaucoup apprécié tes réponses et ta conférence. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je te propose que nous terminons ici. On a déjà dépassé depuis une demi-heure l'heure prévue. Puis je rappelle à nouveau à tout le monde que s'il y a d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser sur les différents salons de notre plateforme. Et surtout qu'ils aillent retrouver la chaîne YouTube d'Hervé, simplement en tapant French Freemason sur YouTube. Et qui Je pense à te remercie. s'abonner. Et qui pense à s'abonner, tout à fait. Et activer les notifications, je crois aussi que c'est important Voilà, pour en tapant sur la cloche, c'est Pâques. Exactement. Voilà. Je te remercie à nouveau. Je sais pas si tu as un dernier mot à nous dire avant que nous allions peut-être dîner pour certains. Un dernier mot, soyez heureux. Eh bien, merci à tous. Et puis, passez une bonne soirée. Et puis, je pense que vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement très rapidement sur différents réseaux de Hervé. Merci encore Hervé. Puis, n'hésite pas à revenir, hein. Tu seras le bienvenu pour une nouvelle conférence si tu le souhaites. Merci à tous et à toutes. Tiens, j'y pense aussi, tu le sais peut-être pas, mais j'ai sorti un roman de science-fiction maçonnique qui s'appelle L'apprenti perdu. Régulièrement réapprovisionné sur les sites de vente en ligne, tu peux le commander pour te le faire livrer chez le libraire de ton choix. C'est franchement plus sympa, hein.